Même Kirage soupire. Fais attention qu'il y ait des plans que je peux garder au montage, hein, tu sais. T'as pas intérêt. Méfie-toi. Ah, derrière comme une sauterelle. Une sauterelle. On commence par la question de Tess Asolini. Je serais curieuse de savoir si tu t'y es aventuré, si la campagne japonaise était accessible, genre moyen de transport, accueil des touristes, hébergement. Parce que moi j'aimerais trop visiter la campagne, les petits villages et les coins calmes du Japon. Alors dans l'ensemble, on n'a pas vraiment été en campagne. On s'est limité aux grandes villes principales, donc Tokyo, Kyoto, Osaka. La seule chose qu'on a fait, c'est Kawaguchiko. Et c'est vrai que pour y aller, on a quand même fait une expédition dans la montagne. En fait, au départ, on voulait aller au lac Ashi. Donc c'était où encore? À Hakone. À Hakone, passer la journée et puis aller au soir à Kawaguchiko, vu que notre hôtel était là-bas, et passer 2 jours sur place. Du coup, au lieu de prendre le train et le JR qui va directement jusqu'à Kawaguchiko, ce qui est une gare, et il y a un train qui part de Shinjuku et qui va jusque là-bas, ben nous on a pris un autre train qui allait à Otawara, et après de là on a pris toute une série de bus. On a pris quoi? 2 ou 3 bus? 2-3 bus pour aller jusqu'à Kawaguchiko. Du coup là c'était un peu plus perdu dans la campagne, on va dire, et franchement ça allait. Il y avait des horaires aux arrêts de bus et tous les bus étaient à l'heure. Étonnant. Et franchement ça a été on a bien trouvé notre chemin. Après on avait une carte des bus locaux. C'est une carte qui était liée au pass. On avait quoi? C'était quoi le pass? Je la connais pas. Le Hakone Pass. Et du coup on avait la map de toutes les lignes qu'on pouvait prendre. Sur base de cette carte on a regardé, bah ok on doit aller là, du coup on doit prendre telle ligne. Je sais pas après pour les locaux, j'imagine qu'il y a des cartes mais ça doit pas être la même que celle qu'on avait. Mais en tout cas on s'est débrouillé alors qu'on était un peu perdu. On était tout seul au monde. Et ça s'est bien passé. Mais après du reste on n'a pas vraiment été dans la campagne profonde. J'ai une amie qui va souvent dans la campagne au Kitsch, dans des petits villages et autres. Elle n'a pas de moyens de transport, donc elle y fait en bus, en train. Elle a parfois loué des taxis, mais rarement, et ça a l'air d'aller. Mais voilà, j'en sais pas plus. T'en penses quoi? Je suis tout à fait d'accord avec toi. T'es censé m'aider, hein, c'est pour ça qu'on fait la FAQ à 2. Ah bon? Alors, il y a un moustique sur le micro. Alors, deuxième question de Lololoy 370. Je voudrais savoir une fourchette de prix pour un budget et aussi des conseils d'endroits à visiter, de petits lieux cachés, beaux à voir ou autres. Si tu peux aussi conseiller des restaurants, cafés, boutiques pour les souvenirs, manga, culture geek, K-pop. Merci d'avance pour la vidéo. Alors niveau budget, c'est difficile à dire parce que nous on n'y a été qu'une fois et clairement on est passé par une agence et on s'est pas trop occupé des détails techniques du voyage. Du coup on n'a pas forcément challengé et clairement on a regardé ici pour repartir et on a voulu regarder les hôtels qu'on avait eu avec l'agence et le budget n'est pas négligeable. Il y a largement moyen de trouver moins cher que ce qu'on avait. Mais voilà, pour la première fois on voulait être assuré, on voulait que ce soit cadré et aussi comme c'était l'année de notre mariage, voilà, on se sentait pas de gérer les deux de front. Du coup on a laissé un peu l'organisation par l'agence qui avait les hôtels, l'avion, aller-retour pour les 2 personnes, la navette de l'aéroport à l'hôtel, de l'hôtel à l'aéroport. Il y avait les billets pour Universal Studios pas en premium, mais on avait des fast-pass inclus et autres. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les petits déjeuners à l'hôtel. Petit déjeuner, ouais. C'est tout. Y a pas... Dans les passes. Ah ouais. On avait le Kansai Pass pour quand on allait à Tokyo, à Kyoto pardon, et on avait le Hakone
budget et je pense qu'il y a moyen de réduire largement les prix. À mon avis, pour un bon 3000 par personne, il y a moyen de s'en sortir. Après voilà, comme on l'a fait qu'une fois, je suis pas enfin, on n'est pas des experts, donc difficile à dire. Mais je pense qu'il y a moyen de réduire plus ou moins par deux le prix. Voilà, ça dépend un peu du budget de chacun et des choix de chacun. Après les endroits, les restos, les trucs à voir, c'est difficile à dire. On a fait le Team Lab, moi j'avais bien aimé, je trouvais ça vraiment chouette et beaucoup plus développé que ce qu'on a en général par chez nous en Europe. En tout cas pour ceux que j'ai fait, j'avais bien aimé ça. Au niveau des restaurants, je sais qu'on en avait testé un, c'était pour des desserts, c'est le Bambi Café. Bambi Café à Shinjuku, et moi j'ai beaucoup aimé. Qui font des fluffy pancakes et des cafés un peu viennois comme ça, et franchement c'était trop bon. Après niveau restaurant, on n'a pas fait non plus des trucs de fou. Non, on a fait un izakaya. Les gyoza à Kyoto, on a été dans un petit restaurant qui faisait des gyoza à Kyoto, ça c'était vraiment bon. Après c'est pas non plus le resto de l'année, on s'est plus concentré sur profiter de la journée, beaucoup visiter que sur vraiment trouver des bons restos. Là j'ai une liste de trucs à faire pour la prochaine fois qu'on ira, mais voilà, j'ai jamais, enfin on n'a pas trop testé non plus. Harry Potter Café, moi j'ai pas trop aimé. Voilà. Les fiches qui ressemblaient pas à des fiches. On a été au Harry Potter Café, donc fallait réserver et tout, mais autant le quartier est mime, c'est à l'extérieur, mais il est très petit. Autant le resto à l'intérieur, c'était pas fou. Moi j'ai bien aimé mon cocktail, mais le dessert, j'avais pris une Edwige en crème chantilly, mais c'était super écœurant. Et toi t'avais pris quoi? Une sorte de parfait ou je sais pas quoi? Ouais, je sais plus. Mais c'est un truc dans une coupe à plusieurs étages là. C'est possible. Ouais. Bon, voilà, c'était pas foufou et c'était cher. Moi je recommanderais pas forcément. Après, ça dépend de tout le monde. J'ai vu des gens qui avaient bien aimé, hein, mais voilà, moi j'y retournerai pas clairement. Qu'est-ce que tu vois d'autre niveau de nourriture? Bon, on avait mangé des super brochettes. Ouais. Wagyu. Ouais. Alors à Kyoto, quand on a fait la promenade au Fushimi Inari, en redescendant, bah, il y avait des petits stands ambulants qui vendaient des frites de patates douces et des brochettes de Wagyu. Et c'était trop bon. Après, je pense que des brochettes de Wagyu et des trucs du style des stands ambulants, il y a moyen d'en trouver à d'autres endroits. J'imagine pendant l'été, avec les Matsuri, donc les festivals, tu dois certainement en avoir plein. Mais voilà, nous celui-là, c'est vraiment celui qu'on a préféré du voyage. Et alors moi, ce que j'avais bien aimé, c'était à Otawara. À Otawara, donc l'arrêt, quand on est justement parti à Kawaguchiko, au château, il y avait un petit stand qui vendait des glaces et c'était des tangos au miso. Et j'ai adoré, c'était trop bon. C'est les meilleurs que j'ai mangés parce que j'en avais vu des tangos mais à la sauce soja sucrée. C'était pas pareil, au miso c'était vraiment trop bon. Et la petite glace de patate douce, moi juste bon. Moi j'ai aimé. Après du reste, voilà, on n'est pas vraiment le bon public cible pour donner des bonnes adresses. Et pour les souvenirs et autres cafés, T'as même pas dit les petits endroits. bah oui, les petits endroits, t'as des idées de petits endroits? Il y a plein de temples à visiter qui sont tout mignons quand même. Oui. Cachés un peu partout dans Tokyo, Kyoto, Osaka. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de choses que, en te promenant un peu au hasard, tu peux tomber sur plein de trucs super sympas. Le château d'Osaka était magnifique. Très beau, mais très touristique. Oui, le château d'Ozawara aussi. Ouais. Otawara, ils avaient un château typique à la japonaise. Alors, d'extérieur, il est peut-être moins impressionnant que celui d'Osaka parce qu'il n'y a pas toutes les dorures et tout ça. Mais par contre, il y a beaucoup moins de gens. Il y avait un musée du samouraï, je crois, on l'a pas fait, mais il y en avait un. Mais je trouve que dans les grandes villes, que ce soit Tokyo, Osaka ou Kyoto, des fois tu marches un peu au détour des rues et tu tombes sur des temples ou autres trucs super sympas auxquels tu t'attendais pas. Et ça, c'est plutôt cool. Après, il y a plein d'endroits chouettes, mais j'ai pas un petit endroit où il faut absolument aller Bah, partout. partout. Un beau résumé. Après, moi, dans les trucs que j'ai préférés, globalement, je dirais mes deux trucs préférés, on va dire, c'était Kawaguchiko avec vraiment le mont Fuji et tout ça, et le côté plus chill, plus nature et autres. Et de l'autre côté, c'était
j'ai bien aimé Fushimi Inari, c'était super bien. Trop chaud, mais super bien. Et il y a un jour, en fait, il y a la plainte de temples à Kyoto, mais vraiment la plainte de temples. Et du coup, à part quelques-uns hyper connus où il y a tout le monde, bah, les autres ils sont hyper tranquilles. Et il y a vraiment moyen de trouver plein d'endroits super cool à faire là-bas, je trouve. Sinon, il y a les shops Nintendo, les Pokémon Center, des beaux endroits à visiter. On a fait tous les Pokémon Center qu'on pouvait faire. Les Starbucks, on les a tous visités. J'avoue, on a été un peu au Starbucks, mais on n'en a pas par chez nous, du coup, on en a profité. Et puis c'était un truc qu'on connaissait, donc c'était facile. Et d'ailleurs, au Starbucks, ils ont des tasses en fonction des villes que tu visites. Une spéciale Kyoto, Tokyo, Osaka, Kobe et autres. Je trouve ça cool. Bref, tu vois autre chose. Il y avait tout ce qui était manga, culture geek. Bah, manga, on n'a pas beaucoup cherché. Après, on a, enfin, à Akihabara. Akihabara, il y a beaucoup de magasins de figurines, mais il y a aussi des magasins qui vendent des mangas, des artbooks et autres. Pas un magasin en particulier, quoi, il y en avait plein. Par contre, ce qui est hyper malaisant, je sais pas, c'est qu'il y a beaucoup des magasins en étage avec des tout petits escalators. Enfin, tu te sens un peu oppressé quand t'es dedans, je trouve. J'aime pas trop. En fait, les magasins, c'est pas vraiment comme chez nous. On voit que la moitié de ma tête à chaque fois. Mais enfin, par ici. Voilà, c'est bien. Non, arrête. C'est souvent des énormes bâtiments avec plein de petites échoppes à l'intérieur, assez petites, exigus et autres. Et c'est vrai que moi, j'aimais pas toujours, à part l'Uniqlo, là, l'énorme Uniqlo, qui était vraiment un magasin à part entière. C'est souvent des sortes de galeries commerçantes avec plein de petits magasins dedans, entassés là. Ah bon, bref. Bon, sinon, on peut trouver pas mal de choses. Il y avait aussi des trucs d'occasion pour des consoles, des jeux vidéo. Ouais. Il y a les mandaraki. C'est ce que j'allais dire, les mandaraki. Et il y en a un autre qu'on avait été faire dans un sous-sol, là, dans un shopping, où j'avais acheté la figurine de Uta. Ah ouais, je sais plus. Je sais plus, parce que les boutiques d'occasion, ce qui est bien, c'est que tout est bien conservé. Enfin, on a été prendre une figurine, c'était une Q-Pop, enfin, je sais plus, une Q-Pop, bref, qui, je sais pas, va coûter 20 € chez nous. Là, je l'ai eu genre à 8 € avec la boîte d'origine et tout bien emballé. C'est vraiment hyper bien conservé et ça, c'est cool. Il y avait le magasin aussi où ils vendaient les Figuarts. Je sais plus. Mais ouais, j'y ai pensé à Akihabara, près de la station de métro. Ils ont des figurines spéciales qui ne sortent qu'au Japon. Ouais, c'est vrai, je mettrai le nom, on va le retrouver. Enfin voilà, il y a tellement de trucs en fait que c'est difficile d'en spotter des spécifiques. Et alors il y a des boutiques Angélique Pretty, disons-le. Oui, tout plein. C'est trop. Mais non. Bon, bref. Alors, prochaine question. Comment as-tu trouvé les personnes là-bas? Très gentil. Ouais, franchement. Hyper serviable, Ouais. hyper patient. Oh, y a rien à redire. Les Japonais sont top. En tant que touriste, en tout cas notre expérience, parce que forcément on n'a pas l'expérience d'un natif qui vit là-bas ou d'un expatrié qui vit là-bas, mais en tant que touriste ils étaient vraiment super gentils, très polis. Dans les magasins ils étaient très serviables. Il y a un moment on était un peu en train de chercher notre chemin, quelqu'un est venu nous proposer son aide. Comme il voyait qu'on hésitait encore, il nous a suivis pour nous réaccoster en mode ça va, vous êtes sûr que c'est ok et tout, sérieux jusqu'au bout. Et puis moi il n'y a rien à faire, hein, aller à Bruxelles, Paris, je vais être en mode hyper stressé pour à chaque pas que je fais, je vais avoir peur qu'on me vole ou des trucs du style. Là-bas, Tokyo, il y a là plein de gens, pourtant à aucun moment j'ai eu peur pour mes affaires, j'ai eu peur pour moi ou quoi. Tu te sentais, t'as un poids sur les épaules, ouais, qui part d'un coup. Donc franchement, moi, rien à redire, que du positif au niveau des personnes qu'on a rencontrées. Alors je sais que parfois certains ont des mauvaises expériences, mais nous personnellement, rien à redire. Non, j'ai toujours été, même dans les magasins, même s'ils voient qu'on pataugeait un petit peu, ils sont très agréables envers des touristes. Voilà. Après on n'a pas été dans la campagne profonde non plus. Ça reste des grandes villes touristiques, donc ils sont habitués, mais voilà.
c'était un buffet bien garni. Bon, sinon, les temples, les châteaux surtout, Château, ouais. ils sont vraiment magnifiques. Et bah oui, l'accueil des gens, le sentiment de sécurité, le sentiment d'être dépaysé, mais pas perdu non plus. Après, comme on dit, on est resté dans les grands axes touristiques, hein, donc c'est facile. Il y a de l'anglais partout, tout est bien indiqué, il y a moyen de se dépatouiller. Comment est-ce que tu as organisé ton voyage, hôtel, trajet, visite du pays, seul ou tu as fait appel à une agence? On est passé par une agence qui a géré, comme on disait, les trajets principaux, donc l'aéroport aux hôtels, le Shinkansen pour aller vers Osaka, et puis de Kyoto pour revenir à Tokyo, et tous les hôtels. Et alors il y avait des passes dans certaines villes. Par contre, on a géré nous, c'est tout ce qui était métro, certains trains plus locaux, on va dire. Ça, on l'a géré nous-mêmes. Universal Studios, c'est l'agence qui a géré, donc c'est nous qui avons demandé, mais ils l'ont fait. Par contre, le Team Lab, c'est nous qui avons réservé en ligne. Si je retrouve le site, je vous le mettrai en barre d'infos. Il y a un site qui permet comme ça d'acheter toutes tes places pour différentes expos et autres. En fait, on leur a donné les dates et toute la trame du voyage. Ouais. Et ben, plutôt regarder tout ce qui était hôtel, Pratico. navette, Shinkansen, métro, et, enfin, les passes. En fait, en gros, avant d'aller à l'agence, on avait déjà regardé et on savait déjà où on voulait aller, plus ou moins le nombre de jours qu'on voulait rester à chaque endroit. Donc j'ai des guides touristiques à l'appel depuis au moins 20 ans. Et donc j'ai regardé plein de trucs, j'ai pris des notes, j'ai discuté avec mon chéri, on a validé les villes qu'on voulait faire parce qu'on voulait faire d'autres choses, genre Himeji, Hiroshima, tout ça, mais on s'est dit il faut rester pragmatique, on va dire, et pas vouloir trop en faire, sinon en fait on va être tous les jours en route et on va pas vraiment profiter. Donc on a essayé de se limiter à une certaine zone, donc entre Tokyo et Osaka. On a défini les villes dans lesquelles on voulait aller et notamment Universal Studios qu'on voulait absolument faire. Et on est arrivé à l'agence en disant ben voilà, on veut partir autant de temps, on veut faire ça, ça, ça et ça. On a discuté avec eux pour le nombre de jours. Alors il y a des trucs que l'agence nous a un peu conseillé pour ajuster un peu la durée qu'on restait dans un lieu. Par exemple à Koné, on voulait rester un peu. Finalement, on est resté qu'à Kawaguchiko. Enfin, voilà, on a un petit peu peaufiné avec eux, mais on avait déjà la trame principale. Et après, eux, ils ont fait le pratico-pratique derrière. Après tout ce qui est visite, on a voulu faire à Ottawa, on aurait pu faire le château. Ça, c'est nous qui prévoyons. Comme je disais, Team Lab, c'était nous. Dans Tokyo, tout ce qu'on a fait, cette journée tel quartier, ça c'est nous qui avons géré. Voilà, c'était vraiment le côté pratico-pratique, hôtel et les gros moyens de transport. Mais concrètement, ici on aimerait bien repartir au Japon. Et si on repart, on fera un peu plus de nous-mêmes. C'est ça, non? On regardera un peu par nous-mêmes pour préparer. En fait, la première fois, il y avait le stress, l'inconnu et tout ça, et donc c'était rassurant de passer par une agence. Mais par exemple, via Booking pour les hôtels, je sais que j'ai une amie qui a déjà été 10 fois au Japon, voire plus, et elle passe par Booking, elle n'a jamais eu de problème et autres. Donc on va gérer de par nous-mêmes. Voilà. Quel quartier conseilles-tu le plus pour dormir à Tokyo? Nous, on a dormi dans 2 quartiers. Il y avait Shinjuku. En soi, il est pratique parce qu'il y a une des plus grandes gares. C'est pas la gare de Tokyo, mais Shinjuku, elle est très grande. Et elle te permet d'aller à Kawaguchiko, d'aller un peu partout. Enfin, il y a pas mal de métro et autres qui passent là. Le quartier est très vivant. Le quartier est très vivant. T'as pas mal de trucs pour manger au soir ou autre. Après la deuxième partie du séjour, on a dormi à côté de la tour, la Skytree. La Tokyo Skytree, c'est beaucoup plus calme. Moi en soi, je préférais le quartier de la deuxième. À Shinjuku, si tu veux faire la fête et tout, je pense que c'est plus adapté. Après, nous, on n'est pas hyper fêtard. Et puis, avec tout ce qu'on marchait la journée, clairement, on n'avait pas l'esprit à la fête. Mais j'aimais bien celui-là en face de la Tokyo Skytree parce que il y a un grand centre commercial à Tokyo Skytree, donc pour manger, tu trouves ce qu'il te faut. Et pareil, il y avait une station de métro et avec ça, tu pars un peu partout. Je sais pas s'il y a vraiment des mauvais ou des meilleurs quartiers. Tant que tu as une station de métro à proximité, je pense qu'après t'es parti. Il y a là, c'est Yamaomo
enfin il y a une ligne de JR qui fait vraiment le tour principal de Tokyo. Et je pense qu'à partir du moment où tu es dans un des quartiers où il y a une station de métro de cette ligne-là, ben après tu es vite parti à droite à gauche. C'est pratique, je pense. Avec le métro, tu vas vite partout comme du feu, donc c'est assez rapide aussi, c'est pratique. C'est beaucoup plus facile que par chez nous de se déplacer et de s'y retrouver. Donc ça va dépendre un peu les quartiers, ça dépendra surtout de ce si on préfère plus calme, plus proche mais plus cher, plus éloigné mais moins cher, faire côté fête, côté fête, je crois que t'as Shinjuku et Shibuya. Je pense que ça doit être les deux un peu plus festifs. Après, un qui devait être sympa, à mon avis, peut-être c'est Ikebukuro. On s'était arrêté. Il y avait pas mal de trucs pour manger et tout ça. Ça avait l'air assez animé, mais peut-être un peu moins que les autres. Après, moi, après de la skaterie, j'aimais bien perso, mais voilà, on n'a pas testé beaucoup, donc c'est difficile. Des deux, moi j'ai préféré ça parce que nous, on est plus comme ça. Y a-t-il quelque chose que tu recommandes, une chose auquel on ne penserait pas au premier abord? Prendre le pass pour le métro, c'est comment encore la carte Ah ouais, en fait, il y a beaucoup de gens qui prennent le JR Pass, mais j'entends de plus en plus que c'est assez cher et que c'est difficile de le rentabiliser. Mais par contre, à Tokyo, il faut un pass pour les touristes uniquement de 24, 48 ou 72 heures et tu peux l'acheter à une borne. Donc il y a des passes comme ça pour les touristes. En fait, il y a pas mal de trucs pour les touristes. Il faut se renseigner un peu, mais c'est pratique. Et sinon, il y a aussi la carte Suica que tu peux acheter qui te permet de faire plein de choses. Donc typiquement, ça remplace un peu ton banc contact habituel, mais aussi qui te permet de payer les transports. Quand tu scannes ta carte, il y a de l'argent dessus et ça prélève l'argent. C'est un peu comme la Oystercard à Londres. Enfin, c'est vraiment une carte. C'est pas le Pasmo ou je sais pas quoi là en France. Ouais, si je crois, un truc comme ça. Voilà, c'est un peu comme ce truc là. Tu mets de l'argent dessus et puis clac clac clac, tu sais payer tes billets de métro sans devoir à chaque fois passer par une borne. Mais ça te permet de faire d'autres choses, typiquement payer dans plein d'endroits différents. Il faut se renseigner un peu, mais elle peut être vraiment pratique. Nous on l'avait pas parce qu'il y avait une pénurie de cartes magnétiques à ce moment-là. On s'est débrouillé sans, mais voilà. Et alors tout ce qui est téléphonie aussi. Faut faire gaffe parce que du coup si avec nos réseaux ça ne va pas, ou alors si ça fonctionne c'est à des prix totalement exorbitants. Nous ce qu'on avait fait c'est qu'on avait pris d'un côté le Pocket Wi-Fi. C'est assez connu, franchement on n'a pas eu de soucis avec. Mais sinon un autre truc qui a bien fonctionné, c'est qu'on avait pris une eSIM par Ubiki. Bon, j'avais vu plein de gens qui faisaient un peu la promotion de ce réseau et franchement ça a super bien fonctionné, donc je l'avais mis sur mon téléphone et du coup au lieu de choisir la SIM principale, j'avais choisi la SIM secondaire et ça nous permettait, si on était séparés, que les deux aient du réseau parce que lui gardait le Pocket Wi-Fi, moi j'avais sur mon téléphone et aussi du coup on était joignable parce que le Pocket Wi-Fi ça n'empêche qu'on peut pas t'appeler, donc s'il y a quelque chose qui se passait avec nos familles ou quoi, au moins moi j'étais joignable, donc ça a quand même ce côté pratique, donc se renseigner un peu. En fait j'entends de plus en plus que le Pocket Wi-Fi c'est plus si avantageux que ça parce que je crois que là on avait payé 15 € pour les 17 jours et encore même pas. Ouais, mais t'as beaucoup de réseaux, enfin de data. T'avais beaucoup de 4G, donc franchement c'était bien et au final au moins t'as pas de soucis, enfin on n'a pas eu de problème, mais le Pocket Wi-Fi ça doit être rechargé. Si tu le prends à deux, il faut toujours être à proximité, ça a quand même une certaine distance mais proche, donc c'est vrai que si t'as une eSIM c'est pratique quoi. Oh, maintenant le Pocket Wi-Fi est pratique aussi, il est pas super cher non plus. On le livre à l'hôtel, il y a tout qui est expliqué, on le remet à l'aéroport, c'est vachement pratique aussi. Bon, moi j'ai bien aimé quand même aussi. Bon, voilà. Et un truc qui était pratique aussi, c'est de l'hôtel à Tokyo pardon. On a fait envoyer directement nos grosses valises à Osaka. En fait ils ont des services de transfert de valises. Alors soit c'est toi qui dois l'organiser en passant par leur site, soit certains hôtels proposent directement le service en interne, c'est-à-dire que tu complètes les papiers et après ceux qui organisent avec le transporteur pour qu'ils viennent chercher. Mais il y a des trucs en ligne tout fait, tu donnes les adresses, ils viennent chercher et ils envoient. Et c'est plutôt pratique, notamment
par exemple tu prends le Shinkansen, tu prends ta valise, il y a certains sièges, ceux en début et en fin de wagon, il y a des places à l'arrière des sièges pour mettre tes valises, donc ça c'est pratique. Mais il faut réserver ces sièges là en particulier. Si tu les réserves pas, bah, c'est plus contraignant avec tes valises. Et en plus, bah, nous par exemple on avait été à Kawaguchiko et tout, on a pris 3 bus, des trains et tout, clairement ça aurait pas été facilement gérable. Donc là on avait envoyé tout à Osaka et on avait juste gardé un petit sac à dos, hein, une petite valisette, et comme ça on avait fait notre périple au Mont Fuji, Kawaguchiko, et puis on a été à Osaka et on a retrouvé les valises. C'était quand même vachement pratique. Sinon, recommander le Kansai Pass, c'est pratique pour pouvoir bouger dans toute la région Osaka, Kyoto. Ouais, si tu veux faire Nara, Osaka, Kyoto, il y a aussi Uchi. Ouais, c'est Uchi. Ouais, tout est compris, les métros, les JR, les bus, certains. Je crois qu'il y avait moyen d'aller à Himeji avec aussi, non? Ouais, je crois. En logeant, on va dire, à Osaka, tu sais bien bouger autour d'Osaka avec ce pass. C'était pratique. Il n'y avait pas les bus. Pas les bus. Certains, oui. À certains. Il y avait une ligne de bus qui était comprise. Ah, ok, pas tous les bus. Mais par contre, les métros et tout ça, il y avait. C'était bien pratique. Sinon, un gros conseil aussi pour le parc universel, c'est de prendre le Fastpass. Ouais, parce que les files, c'est minimum 3 heures. Ouais. Bah, la plupart qu'on a vu, c'était minimum 3 heures. Et clairement, alors autant à Disneyland Paris, je suis pas une pro Fastpass parce que bon, tu sais y aller relativement facilement, relativement souvent. Donc tu fais 3-4 attractions, t'es content. Mais là, on n'ira pas tous les jours à Universal Studios au Japon. C'est peut-être la seule fois de notre vie qu'on ira, ou peut-être qu'on y retournera une fois et c'est tout. Donc clairement, bah là ça en vaut la peine si tu veux profiter de ta journée et faire quand même les attractions phares du lieu. Franchement, nous on a bien aimé, c'était bien pratique. Alors, question de Lucie, c'était ton voyage préféré? Oui. Oui. Ouais, quand même. T'as hésité? Bah, la côte ouest était déjà pas mal aussi, mais ouais, le Japon est quand même un peu mieux. Moi, c'était mon préféré. J'ai fait des voyages chouettes, mais clairement, bah, disons que c'était un rêve déjà. Donc déjà rien que ça le fait monter en grade. Et puis bah on a, enfin moi j'ai rien à redire, il n'y a rien qui ne m'a pas plu. Donc j'ai vraiment aucun point négatif, je pense comme ça. Après, on est parti en octobre et là nous filmons en juillet, donc ça va tout doucement faire un an. Donc peut-être que certains côtés ont été oubliés, mais j'ai pas souvenir d'avoir un bon souvenir. Que pour moi c'est le meilleur voyage que j'ai fait. Comment t'en es-tu sorti niveau langue? Bah, En anglais, ils parlent super vite, il y a moyen. Et puis avec les... Enfin, c'est majoritairement parlé en anglais, tout est traduit dans les grandes villes. Et puis pour le reste, il y a moyen, enfin avec Google Trad et autres. Google Trad ou des applications, on connaît quelques petits mots. Oui. Enfin, on pouvait comprendre vite fait. Dans l'ensemble, voilà, on a fait, à part Kawaguchiko, le reste c'était que des grandes villes. Du coup, il y avait presque toujours de l'anglais, donc pas trop compliqué. Ce qu'on utilisait aussi parfois, c'est Google Trad. Il y a un mode pour prendre une photo et du coup, il traduit un panneau, par exemple. Ça, c'était bien pratique. Après, pour communiquer, c'était l'anglais. Mais là où on devait communiquer, la plupart parlaient anglais. Sinon, aussi des gestes. Tu vas au magasin, tu lis dans le truc, tu dis arigato gozaimasu. Et t'as pas vraiment besoin de parler verbalement. Donc ça va. Après je sais, il y en a, j'avais entendu, ils utilisent aussi ChatGPT. Tu peux lui dire et alors il te traduit les trucs. Je trouve qu'à l'heure actuelle, alors il y a l'anglais, mais outre l'anglais, on a plein de moyens électroniques de traduire et de se dépatouiller. Franchement ça va. Le seul endroit où on a vu des gens qui parlaient pas anglais, c'était à Kawaguchiko, la petite crêperie. Mais en fait elle avait quelques phrases qu'elle connaissait par cœur, mais ça s'arrêtait à ça. Mais il fallait pas plus et tu lui montrais sur la carte. Enfin voilà, ils sont... En fait je crois qu'eux-mêmes sont gênés s'ils comprennent pas, donc ils font la plainte d'efforts pour essayer de s'en sortir. Il y a largement moyen de se débrouiller de toute façon, donc ça c'est facile. Après voilà, on n'a pas été perdu dans la petite campagne. Hein. Marie-Lou qui demande qu'est-ce qui t'a le plus déçu au Japon. Par exemple, tu avais des attentes et finalement ce n'était pas du tout ça. Les moustiques, il y en a trop. Alors moi,
distingue vite les vitrines à l'européenne qui sont les plus attrapes touristes, alors que c'est ceux qui payent pas de mine à l'extérieur, qui ont des grosses enseignes lumineuses avec plein de couverts en plastique pour montrer ce qu'on a mangé dedans, qui sont peut-être les Et des meilleurs. pubs partout. Et des pubs. Ça fait un peu promotion, pas cher, venez ici. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Mais chez nous, ça serait interprété comme des mauvais restos, un peu arnaque. Alors que là-bas, c'est l'inverse. Et du coup, c'était difficile de savoir juger en fait. Avec tes cheveux et ton style vestimentaire, as-tu le droit à des regards indiscrets? Non. Alors, moi, j'ai rien observé. J'ai même eu un petit monsieur trop mignon avec son petit garçon qui s'est arrêté et qui est venu me voir pour me dire que c'était trop joli et tout, en mode kawaii et tout. Et il était super chou, hyper souriant quand il m'a vu, il était trop content quand on allait dans les parcs là. Et franchement, c'était une super belle interaction, je sais pas, ça m'a donné le smile. Du reste, rien de particulier. Je pense que à partir du moment où on respecte leur code de conduite, on va dire, ils n'ont pas l'air de, en apparence, de juger vraiment. Juger, enfin, c'est plus les personnes qui se comportent entre guillemets comme des barquis, qui avaient l'air d'être le plus jugés, alors que Si tu te comportes bien, ça allait. Après, peut-être qu'il y a des gens qui regardaient, mais moi je regardais tellement le paysage autour que ça m'a pas marqué, ça m'a pas choqué. Alors, prochaine question. Qu'est-ce que tu as préféré au Japon et qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Bon, on a déjà répondu, donc moi plutôt le respect des gens et le sentiment de sécurité. Et ce qu'on n'a pas aimé, bah, pas grand-chose en fait, en pratique. Les boutiques exiguës. Je n'étais pas fan des toutes petites boutiques. Parce que ils ont le précis, c'est très petit, c'était pas top. non, ils étaient bien juste. C'est ce que j'ai pas aimé, moi. Des fois, certaines boutiques sont fort petites et tu te sens un peu à l'étroit, surtout quand t'es là en touriste avec ton sac à dos, machin et tout, donc faut bien faire attention. Ah oui, j'avais une question tout à l'heure pour les déceptions, et du coup, c'est un peu ce que j'ai pas aimé. Et du coup, c'est un peu ce et du coup, c'est un peu ce que j'ai pas aimé. Désolée, Kira fait du bruit. Donc, comme je le dis, les magasins sont petits, donc il y a très peu d'articles différents, et notamment pour les magasins de vêtements. Mais du coup, il y a très peu de taille. Voilà, donc il y a plein de boutiques dans lesquelles bah, je ne trouvais rien à ma taille. Ça, j'étais triste parce que j'ai vu plein de super belles choses. Et en fait, je devais juste faire une croix dessus. Niveau vestimentaire, bah, tu l'as peut-être vu à mon haul. À part du Angelique Pretty, il n'y a pas vraiment de vêtements parce que je ne rentre dans rien chez eux. Alors, des grandes enseignes comme Uniqlo, quoi, oui, là il y avait moyen, mais ça ne m'intéresse pas. Et les plus petites enseignes de mode alternative, il n'y avait pas grand chose. Et je sais que par exemple, il y avait, comment ça s'appelle, Access Femme, où il y a des habits de plein de tailles différentes, dont des tailles qui me vont. Mais en fait, les shops sont tellement petits qu'en physique, il n'y avait pas grand chose. Alors que sur leur site internet, il y avait la blinde. Mais en physique, ouais, c'était petit. Après, il y a quelques boutiques qui taillent plus grand. Mais j'avoue que bah, je les connaissais pas à ce moment-là. Pour la prochaine fois, j'ai déjà une ou l'autre adresse que j'ai planifié
fait, le vol d'aller, il partait vers 19h30 de Belgique et on arrivait sur place à genre 17h, je crois. Du coup, le temps de récupérer les valises, le temps de prendre le transport jusqu'à l'hôtel, de déposer nos affaires, puis d'aller vite fait manger un petit bout en ville. Donc on était à Shinjuku. En fait, il était vite 22h ou un truc du style. Et comme dans l'avion, en fait, tu dors, mais c'est pas hyper reposant. Arrivé l'heure normale de se coucher, on a été se coucher, on a dormi et on était reparti. Par contre, le retour, on est parti à 10h30 du matin et on est arrivé aussi vers 17-18h en Belgique. Mais là, par contre, déjà dans l'avion, pourtant t'as la fatigue du voyage, mais en fait, t'as dormi quand même quelques heures la nuit et du coup, on n'a pas beaucoup dormi, enfin pas autant dans l'avion. Donc déjà, le trajet a paru beaucoup plus long. Et alors une fois rentré en Belgique, on avait du mal à s'en... Non, on s'endormait hyper tôt. Mais on se réveillait tôt. En fait, arrivé en Belgique, on avait du mal à tenir parce que du coup, en partant vers 10h du matin et en arrivant à 17h, t'es censé caler ta nuit entre les deux, sauf que comme on n'a pas beaucoup dormi, en fait pour nous, c'est comme si on avait fait une nuit blanche quoi. Et du coup, on avait beaucoup de mal à tenir éveillé le soir. À 8h, on était déjà au lit. On n'arrivait pas... Même à 6h, en fait, on aurait bien été au lit. Et petit à petit, on arrivait à 21h. Et puis là, paf, changement d'heure. On est passé à l'heure d'hiver. Non, l'heure d'été. Hiver. Non, c'était hiver à ce moment-là. Et du coup, à nouveau, on allait se coucher à 8h du soir. Il nous a fallu une bonne semaine pour récupérer un rythme normal. Donc, à l'aller nickel, au retour. Voilà. Et alors, est-ce qu'exceptionnellement, s'il fallait aller habiter au Japon, tu irais? Oui. Alors, ça dépend. Dans un monde parfait, j'aimerais bien. Enfin, un monde idéal où tout est faisable. D'ailleurs, je me dis souvent que à refaire, après mes secondaires, si j'avais pu faire un échange au Japon quoi, pendant un an, j'aurais bien voulu vivre cette expérience. Après, le truc, c'est que maintenant, à l'heure actuelle, avec notre vie, déjà avec les animaux, il n'est pas question de faire prendre l'avion à nos chiens et à Poppy. Même si Poppy, il y a peut-être moyen de la prendre en cabine, mais les chiens trop grands et Kira est déjà considéré comme trop grand, ça passe pas, donc ça, c'est pas question. Et puis, on vient d'acheter une maison qu'on aime beaucoup. Donc, si j'avais la blinde de moyens pour acheter 2 maisons, garder celle en Belgique et en acheter une au Japon, et s'il y avait des possibilités de prendre facilement les animaux avec, là j'aimerais bien, ça me plairait bien. S'il n'y avait pas les contraintes de travail et tout ça, en gros si j'étais riche, allez YOLO j'y vais, ça me plairait bien. Maintenant avec les contraintes actuelles, contraintes qu'on se met nous-mêmes ou pas, comme je dis là à la maison on est vie, c'est pas vraiment des contraintes mais un peu nos obligations et les choses qu'on veut pas abandonner non plus et qu'on veut pas mettre de côté, ça serait plus trop possible. Après peut-être pour quelques mois, genre partir 3 mois, pourquoi pas, c'est juste que Kira, Poppy et Hera nous manqueraient énormément. On tiendrait pas je crois. Mais voilà, si je pouvais dans un monde parfait réécrire l'histoire, mais réécrire l'histoire de telle manière à ce que mon présent ici soit le même, j'aurais bien voulu partir vivre genre un an au Japon quoi, ça j'aurais bien voulu. Et toi? Je sais pas, difficile à dire. J'aimerais bien habiter, oui, mais comme tu dis, peut-être avec toutes les contraintes ici, les choses auxquelles on tient, c'est difficile. En fait, si on est terre à terre, par rapport à ce qu'on veut, c'est compliqué. Mais dans un monde parfait où t'aurais pas de... Tu pourrais juste être là-bas. Et t'as pas la maison, t'as pas le problème travail et les filles viennent avec nous. Ouais. T'aimerais bien tester au moins. As-tu des conseils pour payer moins cher l'avion, l'hôtel, date, période? Alors, je ne suis pas trop dans l'économie des voyages, donc ça, c'est pas les bonnes astuces. Par contre, ouais, période. Par période, faut éviter le printemps. Le printemps, en fait, avec le hanami et les sakura, donc les cerisiers du Japon en fleurs, c'est la période où tous les prix flambent. Après, je pense que l'automne est quand même assez coté. Octobre, ça va, mais je crois que novembre, c'est plus cher aussi. Moins que le printemps. Donc mars,
par contre je le déconseille parce que même les Japonais fuient le Japon en juillet-août quand ils peuvent, parce qu'il fait hyper chaud, c'est chaud et humide, donc c'est très compliqué. Donc moi je dirais, si je dois conseiller des périodes, je dirais septembre-octobre, c'est pas mal. Surtout que octobre notamment, nous il faisait encore super bon, voire parfois on avait encore des 35 degrés, alors qu'en Belgique ils avaient déjà remis un pull et un manteau. Ou alors même un peu l'hiver, tu vois. Là, niveau prix, je crois que tu dois mieux t'en sortir. Le seul problème, c'est qu'il y a un truc à prendre en compte, c'est qu'au Japon, le soleil se couche très tôt. Et même quand nous, on y a été en octobre, à 18 h il fait nuit, hein, je crois même avant 17. Je crois qu'au Japon, en moyenne, entre 16 et 19 h il fait déjà nuit. Ils sont pas des journées comme nous, jusque 22 h en été, ils sont pas aussi tard. Par contre, ils se lèvent très très tôt. Le soleil à 5 h du matin, il est déjà levé. Du coup, c'est peut-être la journée un peu à revoir comment tu l'organises. Mais ça à prendre en compte, si vous y allez en janvier, bah, il ne fera peut-être pas jour très très tard. Je crois que juin, c'est pas très conseillé parce qu'il me semble que c'est une sorte de saison des pluies et qui fait pas très bon. Voilà. Désolée, je parle beaucoup plus que lui, le pauvre. Mais c'est comme ça, si j'oublie des trucs ou quoi, tu peux venir appuyer mes tirs et rajouter des infos. Pour bien visiter tout le pays, tu préconises combien de temps et quels sont les endroits incontournables à ne pas manquer? Alors tout le pays, c'est pas possible en un voyage normal, enfin, ou alors il faudrait partir des mois et des mois parce que le Japon est quand même vaste. C'est comme si tu disais combien de temps il faut pour visiter la France, quoi. Si tu veux vraiment visiter le pays, toutes les villes, tous les machins, enfin, ça c'est compliqué. Après, je trouve que pour profiter de ton voyage, mais tu ne visiteras pas tout, 2 semaines et demie, 3 semaines, c'est bien. Parce que le trajet est quand même long, il y a quand même 13-14 heures d'avion en direct. Donc si tu fais escale, machin et tout ça, y aller pour une semaine et direct rentrer, c'est un peu court. Puis si tu veux faire quand même quelques villes, quelques endroits, je trouve, ouais, 2 semaines et demie, 3 semaines idéalement. 3 semaines, je trouve que c'est un bon ratio. Mais tu visiteras clairement pas tout le pays, il y a énormément à faire. On a fait un peu le centre comme ça, mais encore toute la région du nord, il y a toute la région du sud, il y a des îles, et même la partie centre, on a fait côté Tokyo, mais aussi de l'autre côté, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Et c'était quoi les lieux incontournables à ne pas manquer? Dans ce qu'on a vu, c'est déjà faire certaines grandes villes, voir Tokyo, Osaka, Kyoto, c'est déjà incontournable en soi. Moi je trouve que... Pour se faire une idée, Mont Fuji. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi je trouve qu'au niveau des... Par rapport à ce que nous on a fait, le mont Fuji, parce que c'est quand même un emblème du Japon, donc on n'a pas été sur le mont Fuji, hein. Nous on a été dans une ville à proximité, donc il y a des lacs autour du mont Fuji, et on a été au niveau d'un de ces lacs, et comme ça on a vu sur le mont Fuji, et ça je trouve ça vraiment chouette. Mais par exemple il y a moyen de faire l'aller-retour sur la même journée au départ de Tokyo, hein. Il ne faut pas forcément prévoir de dormir sur place, mais ça je trouve que c'est important, parce que c'est quand même un emblème du Japon. À Tokyo, ça reste la capitale, c'est là que tu trouves le plus de magasins de pop culture, c'est les premiers contacts que tu as avec la culture japonaise, enfin, ça reste important pour moi. Et alors à choisir, je dirais Kyoto, parce que Kyoto, tu as vraiment ce côté un peu plus passé,
pas si elle était exceptionnellement bonne ou si c'est parce qu'on était tellement explosé avec la chaleur et la marche qu'elle nous a paru encore meilleure. Mais en tout cas, elle était trop bonne. Tataki Don était très bon aussi. Ah oui, on a été dans un restaurant de yakiniku, donc les barbecues japonais. Et moi j'avais commandé un tataki de thon qui n'était pas à cuire, quoi, qui était cru et il était trop bon. On l'a partagé. On a regretté de ne pas en avoir repris un deuxième. Le petit déj à Kao petit côté était terrible aussi. Oui, moi j'ai moins aimé. Du poisson et tout, c'était génial. Ouais, c'était pas mal. Mais ouais, la brochette et le tataki de thon. Les gens sont-ils sympas, accueillants? Oui. En tout cas, en tant que touriste, à nouveau, parce que je sais que expatrié sur place et tout, c'est pas la même chose que ce soit dans n'importe quel pays. Mais en tant que touriste, moi j'ai beaucoup aimé. Ils sont très respectueux et ils ont un service client hyper développé. Ils vont tout faire pour t'aider, pour te servir quand tu viens dans une boutique et ils ne prennent pas d'eau et tout. Très chouette. Coucou, juste pour te demander d'où te vient cette passion pour la culture japonaise et quel est le point négatif de ton dernier voyage. Pour leur point négatif, on en a déjà parlé un petit peu, il n'y en avait pas vraiment, à part les tailles des vêtements. Donc voilà, la passion pour le Japon. Alors moi, de mon côté, on va parler chacun de notre côté. Moi, bah au départ, c'est vraiment les mangas. Je regardais des animés en étant petite, sans savoir que c'était des animes. Je croyais que c'était des dessins animés, mais bon, bref. Puis j'ai commencé à tomber sur des mangas, notamment avec Dragon Ball. J'ai acheté des mangas et j'ai vraiment plongé dedans. Et puis après, bah, en m'intéressant au Japon, j'ai découvert les styles alternatifs comme le Lolita et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est à partir de là que bah, j'ai rencontré des amis dans ce style-là qui adorent aussi le Japon. Voilà, la passion s'est développée de plus en plus. Donc vraiment, la partie manga et la partie style alternatif qui m'a plongé dedans. Et après, bah, j'ai aimé le Japon pour sa culture et pour le visuel du pays, pour plein d'autres aspects. Mais c'est ça qui m'a mis un pied dedans. Et toi? Bon, c'est le manga aussi. Anime et manga à la base, et puis après, on s'est découvert la culture, la manière de penser totalement différente. Enfin, tu te renseignes. C'est vrai que les On va dire mangas. que c'est le résumé de ce qu'elle a dit en 5 minutes, en 3 secondes. Sauf qu'il n'y a pas le style pour toi. Ouais, ouais, je dis. Le truc, c'est que bah, les mangas, des fois, tu vois des mangas un peu tranches de vie avec des petites connotations spécifiques sur le Japon et tout. Du coup, tu te poses des questions, tu te renseignes et petit à petit, tu découvres et c'est chouette. Si tu devais repartir, qu'est-ce que tu changerais comparé à ton premier voyage pour encore mieux optimiser ou profiter davantage? Je sais pas, peut-être un tout petit peu moins de jours à Tokyo. Ouais, peut-être un peu moins à Tokyo, peut-être des hôtels moins chers pour réduire le prix. Oui, là, oui, oui. Peut-être des hôtels moins chers et du coup faire un ryokan, un vrai, à la place. On va dormir encore une fois sur un lit sur le sol. T'avais super apprécié ça, je m'en souviens. Non, je sais pas. Ouais, peut-être un peu moins Tokyo et peut-être faire Hakone, vraiment, cette fois. Ah, dans les choses qu'on n'a pas appréciées, dormir sur les... Ah ouais, les foutons. C'est vrai ça, pour revenir sur les choses qu'on n'a pas aimées ou qu'on a été déçus. C'est vrai qu'il y avait le terme déçu. Les foutons. Bon, moi ça m'a pas déçu, je m'y attendais. Ben, en fait, j'étais super hypée à l'idée de dormir sur un futon. Et en fait, j'ai pas dormi. J'avais tellement mal au dos que je me suis réveillée toute la nuit et à 4h du matin, j'ai laissé tomber, j'allais me lever. Et puis mon cher et tendre avait eu la bonne idée, lui, de mettre deux foutons l'un sur l'autre pour avoir une meilleure épaisseur. Et donc il m'a invité à partager son double fouton. Et là, j'ai quand même réussi à dormir. Et la deuxième nuit, du coup, on a doublé aussi le mien et ça allait un peu mieux. En fait, j'avais l'impression de dormir sur le sol. C'était vraiment pas confortable. Et comme en plus j'ai vite mal au dos, bah là c'était une catastrophe. Mais sinon, par rapport à optimiser le voyage. Moi j'ai les hôtels moins chers, ça c'est certain. Ouais. Je passerai largement. J'aurais quand même fait un jour ou deux en moins à Tokyo. Oui. Mais pour aller où, je sais pas, peut-être à Kone, comme on avait dit, ou peut-être faire Imeji. Toi tu voulais voir Imeji. Ouais, il y avait Meiji, c'était facile en un jour. Sinon il y a Kobe et Nikko, effectivement, qu'on aurait pu faire. On peut se faire, enfin il y avait moins de découverte. En fait, je me dis, c'est rester à Tokyo autant de jours, mais ne pas dormir à Tokyo, mais faire des voyages d'une journée
on sait bien que le Japon n'est pas réputé pour ne pas être stressant pour ceux qui y travaillent. Mais en fait, ils répercutent pas ça sur toi. Et ça, c'est agréable. Ils se défoulent pas sur toi. Et du coup, vas-y, tu peux parler. T'es sûr? Je sais pas. C'est pour monter dans un métro, il y a des files entre guillemets d'attente, d'organisation, et ça se bouscule pas plus que ça. Les gens respectent les files. On te respecte de laisser descendre, et puis les gens descendent d'abord, puis montent. Il y a quand même ce petit côté discipliné qui est quand même fort agréable. Alors je sais que ça peut avoir des côtés négatifs parfois, cette discipline à outrance, ou ce fait de suivre les règles sans vraiment se poser de questions. Je sais qu'il y a des cas où c'est pas toujours ouf, surtout quand tu habites là-bas concrètement, mais en tant que touriste à nouveau à petite dose, et pour les parties qu'on a vues, c'était agréable de pas, comme il dit au métro, t'es là, t'es arrivé le premier, mais pourtant c'est à peine si tu as pas de patte pour espérer rentrer dans le métro parce que tout le monde passe avant. Les gens empêchent, donc les gens qui vont monter empêchent ceux qui doivent descendre de descendre. C'est contre-productif et tout le monde se pousse, et comme je disais, t'as peur aussi de pas récupérer tes affaires. Qu'ici t'es tranquille, ça t'enlève un poids des épaules. Ce côté là c'est vraiment agréable. Il y a juste les vélos. Alors les vélos ils roulent sur la route, sur les trottoirs, tu sais pas où ils vont les vélos. Ouais, mais c'est différent de chez nous. C'est parce que nous on se stressait trop. En fait on voulait pas les déranger. Du coup chaque fois qu'il y avait un vélo, on s'écartait. Mais en fait en s'écartant c'était encore pire parce que le vélo s'écartait aussi. Et du coup on s'écartait tous les deux du même côté. Je crois que les gens en fait ils continuent juste leur route et le vélo slalom. Mais nous on a l'habitude des vélos chez nous, ils klaxonnent en mode bouge. Et du coup on bougeait. Voilà. La sonnette compulsive chez nous. Mais voilà, ouais, ce côté très discipliné, sécurisé, et il n'y a pas ce stress ambiant que les gens communiquent tout le temps avec l'énervement de chez nous. Et qu'est-ce qui nous a gênés là-bas? Justement, l'excès de Parfois. gentillesse. Ouais, à Universal Studio, ils ont dit merci quand t'arrives à la fin de ton tour de montagne russe, et ils disent merci 42 fois. Ouais, quand tu faisais un tour dans une attraction et que tu descends de l'attraction, t'es là en mode merci, tu t'en vas, et là t'as tout le personnel qui est là merci, 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 et t'es là oui ça va, hein, j'ai juste fait un tour de l'attraction, faut se calmer. Donc c'est vrai que des fois t'es un peu là en mode c'est un peu trop, mais bon c'est vraiment pas grand chose. C'était un peu plus gênant. Ouais, je crois qu'il y avait un peu de surjeu vu que c'était un truc fantastique d'un parc d'attraction, donc c'est encore plus à outrance, mais voilà. Alors on arrive à le dernier commentaire. Mais oui, il y a beaucoup de questions. Donc c'est le commentaire de Merlin Rune. Et on va faire question par question parce qu'il y en a beaucoup. Je vois mon chéri qui est là en mode oh là là. Donc, est-ce que vous repasserez par une agence pour votre prochain voyage au Japon? Prochain, peut-être pas. À voir, parce qu'il y a des côtés pratiques, mais on aimerait bien plutôt le faire nous-mêmes. Donc a priori non. Après avoir concrètement, peut-être pour les billets d'avion, pour quelques trucs. Ouais, peut-être. Ouais. Maintenant, c'est vrai que c'est un prix beaucoup plus cher, donc on aimerait bien pouvoir. En fait, on aimerait bien regarder de notre côté, parce que c'est vrai que le prix, c'est quand même onéreux par rapport à ce qu'ils nous ont proposé. Après, il y a moyen de discuter, machin et tout, mais en général, on est là, on veut ça, ah, ok, ça va, et on dit oui, on n'aime pas discuter. Mais du coup, a priori, non. Après, si on voit qu'on galère trop ou que ça nous stresse trop, peut-être qu'on se fera aider, mais au premier abord, on aimerait mieux éviter et faire ça par nous-mêmes, surtout que maintenant qu'on a compris un peu le fonctionnement de pas mal de choses. C'est grâce à l'agence que vous faisiez directement transférer vos valises entre les hôtels? Non. Non, on l'avait vu dans le premier hôtel, il y avait un service de transport qui l'organisait directement. Donc, ouais. Mais en fait, moi j'avais déjà vu en ligne à une compagnie. Il y a au moins une compagnie assez connue qui fait ça et tu peux toi-même l'organiser. Mais il y a certains hôtels, dont le tout premier qu'on avait, qui était un hôtel 100% touristique, c'était l'hôtel avec Godzilla dessus. Plus touriste, je sais pas s'il y a. Bref, là il y avait carrément quelqu'un de l'hôtel qui s'occupait de
les autres hôtels, c'était à nous de nous organiser directement avec le transporteur. Donc l'hôtel, tu lui laisses la valise avec les papiers du transporteur de la compagnie spécialisée, et après c'est l'hôtel qui donnera au transporteur quand il vient. Tu dois pas être là pour le transporteur, mais c'est toi qui dois organiser, payer, donner les adresses en ligne et voilà, prendre tous les trucs. Mais du coup c'est pas du tout l'agence qui a géré ça, ils nous l'ont conseillé, donc c'est vrai que ça ils nous l'ont dit, mais c'est pas eux qui gèrent cette partie là. Comment avez-vous utilisé internet et le téléphone? J'ai vu que certaines personnes recommandaient d'acheter des forfaits et que Google Maps n'était pas bon. Alors nous on a utilisé que Google Maps et on a eu zéro souci. Ah, c'était super pratique Google Maps. Pour prendre le métro, il indiquait les heures de métro, la ligne, la couleur de la ligne. À ce niveau-là, on a su. Mais dans les grandes villes. Dans les grandes villes, c'est ce que j'allais dire. En grande ville, Kyoto c'était plus compliqué parce qu'ils conseillaient les bus. Tokyo, Osaka, ça marchait super bien. Ouais. Tokyo, Osaka, ça fonctionnait nickel. Google Maps pour les transports en commun, zéro souci. Kyoto, c'était plus compliqué parce qu'en fait, il y a beaucoup de bus. En fait, j'ai l'impression que le réseau métro est pas top à Kyoto et c'est beaucoup des bus. Sauf que nous, on n'avait pas accès à tous les bus avec notre passe, donc on privilégiait les métros et du coup, Google Maps te propose le plus rapide, ben, c'était les bus. Et donc là, on a eu plus facile d'utiliser carrément la carte du métro et de repérer où on était, où étaient les stations et de se débrouiller de notre côté. Et de marcher, ouais. Mais sinon à Tokyo, Kyoto ça fonctionnait, Tokyo, Osaka ça fonctionnait super bien. Donc nous on n'a pas eu de problème, donc on n'a pas vraiment cherché autre chose, même si je sais qu'il y a d'autres applications conseillées. Et alors internet et téléphone, bah, comme on l'a expliqué, on avait un pocket wifi pour nous deux, donc c'est mon chéri qui l'avait dans son sac et on était tous les deux connectés dessus. Et par sécurité on avait pris un forfait Ubiki pour moi, comme ça si on était séparés à un moment ou à un autre, ben, on avait tous les deux internet chacun de notre côté, donc on savait se contacter. Et puis pour être joignable par téléphone, parce que le pocket wifi ben, ça fait que internet, ça ne fait pas le réseau téléphonique. Est-ce que le fonctionnement des tampons est facile à comprendre? Sont-ils facilement trouvables? Ils ont un certain ordre ou quoi? Et j'aimerais aussi faire une collection d'Emma. Alors les tampons, c'est facile à comprendre, hein. C'est un tampon, tu le mets dans ton truc. Par contre à trouver, Ouais, c'est plus compliqué. ouais, en fait dans toutes les gares, dans certains bureaux de poste, dans certains lieux touristiques, il y a des tampons. Les petites gares, c'est facile. Oui, parce qu'elles sont petites, mais les grandes gares, t'as peut-être un tampon sur toute la gare. C'est comme si je vous disais à Paris Nord, il y a un tampon dans la gare, trouvez-le. Voilà. Il y a tellement de possibilités. À Nara, on a tourné en rond dans la gare la blinde de temps parce que je le voulais et on l'a jamais trouvé. Après, je pense que si on demande aux gens en montrant notre carnet et tout ça, ils comprendront, ils nous indiqueront. Mais j'avoue qu'on n'a pas trop osé parce qu'on n'aime pas demander. C'est vrai, c'est pas, il n'y a pas des grands panneaux en mode le tampon est par là, veuillez suivre. Alors sur internet, on a trouvé quelques genre blogs ou quoi où les gens indiquaient un peu comment trouver le tampon de tel endroit. Mais moi j'ai trouvé ça pas le plus facile. Vraiment les petites gares, c'est facile parce qu'il n'y a qu'une pièce. Donc on le trouve facilement. Mais dans les grandes gares, c'est un peu au petit bonheur la chance. Et alors dans les magasins One Piece, les Mugiwara Store, bah, il y a des tampons. Et ça c'est cool. Et alors j'en ai vu un, c'était à Odaiba, donc c'est l'île où il y a le Gundam. Et en fait là il y avait dans le centre commercial, il y avait genre 4-5 tampons. Mais en fait c'est des tampons à superposer pour faire un dessin en fait. Et donc chaque tampon c'est une partie du dessin. Et là c'est un peu spécial parce que du coup tu peux pas utiliser ton carnet que tu aurais pu acheter. C'est vraiment une feuille qui te donne au bon format et qui rentre dans une glissière on va dire. Pas forcément pour être sûr que à chaque fois que tu fais le tampon, bah, ça tombe toujours à la même place pour que ça se superpose bien. Voilà. Mais non, pas super facile à trouver. Et alors les émas, bon bah là c'est facile, dans tous les temples, bah il y en a. Et il suffit bah, de passer au petit guichet, acheter les mâts et c'est trop cool, je comprends. Après coup, j'en ai acheté quelques-uns, mais je regrette de ne pas en avoir acheté un dans chacun des temples que j'ai fait pour faire un peu en mode collection. J'aurais dû, je l'ai pas fait. Après je suis contente de ce qu'on a pris, mais j'aurais dû faire ça. N'est-ce pas? Quel a été ton Pokémon Center préféré?
assez fluide et il n'y avait pas trop de monde par rapport aux autres qu'on a fait. Ouais, il était complet aussi. Kyoto, c'était bondé, mais bondé de monde. C'était le pire à ce niveau-là. C'est pas qu'il était pas très grand, mais comme il y avait tellement de monde, c'était lourd. Ah, mais ouais, Ikebukuro, pourquoi pas. C'était pareil, il y avait Nintendo Center aussi, directement. Non, c'était à Shibuya, avec le Mewtwo. Shibuya, tu traversais. Shibuya, il est bondé aussi. Mais c'est le plus connu de Tokyo, c'est celui avec le Mewtwo dans son réservoir. C'est ça. Mais Ikebukuro, c'est vrai qu'il est un peu plus tranquille. Par contre, il est plus loin de la gare. Faut marcher quand même. Mais bon, voilà. Quelle serait ton équipe de Pokémon idéale? C'est une question difficile. Vous savez que moi, je ne sais pas choisir. En général, moi, j'aime bien. En fait, le problème, c'est que ça dépend tellement des générations et tout ça, et donc des versions auxquelles tu joues. Mais j'aime bien faire une team avec les évolutions d'Evoli. Bon, je dois faire un choix parce que il y en a trop. Parce que c'est 6 Pokémon et il y en a 9 évolutions. Mais en général, j'aime bien jouer avec les évolutions d'Evoli, ce qui me permet d'avoir un peu tous les types de Pokémon. Après le reste, il y en a tellement que j'aime bien que je sais pas. Au feeling. Je sais pas. Toi, ça serait quoi ta team? Dracofeu. Ouais. Il t'en faut 5 autres. Bah, Dracofeu, C'est difficile comme question, il y a tellement de possibilités. Si on devait dire la première génération, comme ça on se limite aux 151 premiers Pokémon, notre team idéal dans les 151 premiers Pokémon. Je te laisse dire, moi. Bah du coup, si je pars de mon principe de base, j'aurais déjà Pyroli, Aquali et Voltali. Donc j'aurais déjà un foudre, un feu et un eau. Aquali, je l'ai presque tout le temps dans ma team. Je crois que c'est dans les Pokémon eau, c'est celui que j'ai d'office. Pyroli, Voltali, je les prends pas d'office, mais là, s'il y a que la première génération, oui. Alors j'aimerais bien Caninos. Mon problème, c'est que j'aime beaucoup les Pokémon feu, hein, donc j'en joue aussi souvent. Donc, je dirais Caninos. Alors moi je dirais aussi Bulbizarre parce que j'adore Bulbizarre. Votre coloche je le prenais pas spécialement. Je réfléchis pour moi. Du coup là je serais à 5. Alors moi c'est vraiment au coup de cœur. Mais du coup ça veut dire que j'ai un plante, un eau, un électrique et j'ai 2 feux. Qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre comme type? Ce serait bien un psy ou un truc du style. Ou un spectre. Ah peut-être Spectrum. J'aime bien Spectrum. Spectrum c'est bien. Peut-être. C'est difficile hein. Allez comme ça je dirais ça. Et toi? Je sais pas. Pas Dracofeu, Dracolos. Toi tu fais team dragon. Non, il y a merde, j'ai oublié le nom. Un sécateur. Un sécateur, ouais, t'es à 3. Photominus et Spectrum ou Spectrum. Ou ectoplasma. Ou Ectoplasma, mais je préfère Spectrum. Moi je préfère Spectrum aussi. Ok. 4. Faudra un haut. J'en sais rien. Bah t'as Tortank. T'as Loclas. Loclas il est pratique, tu peux aller dessus. En plus il a glace, c'est eau et glace, ça c'est cool. Voltali, on est électrique. Voltali, attends, Loclas et Voltali. Bah c'est bon alors. Bah voilà. Et voilà sa team. Dis-moi en commentaire, ce serait quoi ta team idéale à toi? Suite à ce voyage, tu recommandes de faire tout à pied comme vous avez fait ou il faut mieux prendre le taxi pour les trajets qui font 30 minutes à pied? En taxi on n'a pas pris, mais par contre pas tout à pied. Non, on a voulu faire ça les deux premiers jours. C'était la plus mauvaise idée du monde. Non, le premier jour, le deuxième on avait déjà abandonné. Ouais, il faut bien faire confiance au métro, je pense, aux JR, et ça fonctionne bien en prenant un pass. Enfin, maintenant tu rates beaucoup le premier jour. L'avantage c'est qu'on a vu en se baladant, on évite de tomber sur plein de petits temples. Mais bon, il y a tellement de distance. Je pense qu'il faut faire un compromis. Le premier jour on a vraiment voulu tout faire à pied parce qu'on avait vraiment peur des transports, on était stressés, on savait pas comment ça fonctionnait et tout. Sauf qu'on a passé d'un quartier à un autre à pied et enfin, c'était abusé. On a marché, je sais plus, 45 000 pas, 35 ou 45. On nous a plus 40 000. Bah voilà, et en fait, moi j'avais des cloques aux pieds,
En plus il avait fait hyper chaud ce jour-là, enfin, on était vraiment explosés et on s'est un peu totalement grillé. Les autres jours on a découvert le métro, après l'utiliser, il fonctionne super bien et là on faisait un compromis. Les longs trajets on les faisait en métro et les moyens trajets on les faisait à pied. Donc par exemple le jour où on a fait Ueno et tout ça, on a bougé de l'université de Tokyo jusque Ueno en passant par un temple, on l'a fait à pied même s'il y avait de la marche. Mais à partir du moment où le temps de trajet en métro, le temps d'aller à la station, de prendre le métro et d'aller au lieu était similaire au temps de trajet d'y aller direct à pied, bah on y allait direct à pied quoi. Après si ça devenait beaucoup trop long à pied, bah enfin voilà, on faisait un compromis entre les deux. Mais pas faire tout à pied. Enfin, s'imagine pas, mais Tokyo c'est énorme, vraiment énorme. Et du coup relier les quartiers à pied c'est pour se fatiguer, à moins que vous soyez vraiment des très très grands marcheurs, hein, je dis pas. Mais par contre taxi on n'a pas testé, donc ça je saurais pas dire. J'ai vu sur internet que certaines personnes disaient qu'on n'avait pas le droit de toucher les vêtements dans les boutiques Angelic Pretty au Japon et que pour essayer il fallait demander et qu'il fallait garder ses vêtements en mettant ce qu'on essaye par-dessus. Est-ce que tu as pu voir ça ou c'est un mythe? Alors je t'avoue que moi dans les boutiques Angelic Pretty j'ai touché et on ne m'a rien dit. Après est-ce qu'ils ne m'ont rien dit parce qu'ils étaient gênés? Mais j'ai pas vu de panneau qui disait de ne pas toucher. Ouais, il y a d'autres gens qui touchaient aussi, donc j'avais aussi un peu entendu ce mythe, mais moi j'ai pu toucher aux vêtements et j'ai pu essayer parce que j'avais aussi entendu des gens qui disaient qu'on pouvait pas essayer, mais il y avait des cabines d'essayage. J'ai demandé, c'est vrai qu'avant alors dans Angelic Pretty j'ai pas fait d'essayage parce que je connais les tailles Angelic Pretty, mais j'ai Closet Child et une autre boutique c'est Hey Hey. Là il y avait une cabine d'essayage. Alors avant d'aller dans la cabine, oui, je suis passée par les vendeuses et j'ai posé la question. Ils te donnent, c'est un peu bizarre, donc déjà tu dois retirer tes chaussures avant de rentrer dans la cabine. J'avoue que c'est assez perturbant parce que dans le magasin tu peux être avec tes chaussures mais pas dans la cabine. Et en plus retirer tes chaussures et les mettre devant la cabine c'est bizarre parce que chez nous typiquement tu dis mais je mets mes chaussures là, je les ai plus quand je ressors quoi. Du coup c'est très perturbant, mais pas de soucis là-bas, mes chaussures étaient bien là. Bon, moi dans la cabine, je me suis changée comme je ferais en Belgique et en France. J'ai pas vu de panneau qui disait que je devais garder mes vêtements en dessous. Ou alors j'ai loupé quelque chose, mais moi j'ai rien vu. Par contre, il te donne une sorte de sac pour mettre sur sa tête quand tu rentres dans les vêtements. Et en fait, c'est pour le fond de teint, le rouge à lèvres et tout ça, pour éviter que tu fasses des taches sur les vêtements. Comme j'étais pas maquillée, c'était moins un problème, mais ils te fournissent ça à chaque fois au cas où. Mais en tout cas, moi j'ai touché les vêtements, j'ai pas vu de panneau que c'était interdit, personne ne m'a rien dit. J'ai essayé les vêtements me changeant, parce que essayer un vêtement par-dessus tes habits c'est un peu compliqué, parce que ça vaut pas trop la peine, je sais pas. Mais par contre, ouais, le sac pour le maquillage, ça oui. Le McDo au Japon a-t-il exactement le même menu qu'en Belgique? J'ai vu que les Starbucks étaient très différents au Japon. Or non, c'est pas exactement le même menu. Je dirais qu'à 70% du menu qui est, ou 80% qui est le même. Bon, il y a quand même T'as un burger ou deux qui changent. bon, t'en as plusieurs, il y avait tout ce qui était sauce teriyaki. Oui. Sriracha, il y en avait plus, il y en a quand même pas mal qui... 75% qui est similaire. Ouais, 60. Ok, donc je dirais qu'il y a environ un bon 60%, voire un peu plus, qui est similaire à ce qu'on a en Belgique ou en France. Et après, il y a quelques burgers, mais un spécifique qu'on n'a pas chez nous. Il y en avait un avec de la sauce teriyaki et d'autres, voilà, je sais plus exactement. Mais il y en a qui changent, donc il y a une base commune et puis il y a des petits changements. Et par contre, le Starbucks, ça m'a pas marqué, mais comme on n'a pas beaucoup de Starbucks chez nous, je sais pas si t'avais tout ce qui était jus, enfin il y avait beaucoup, enfin tout ce au yuzu. ouais, Déjà juste ça de l'été. ouais, peut-être. Ça change, mais j'avoue que je connais pas la carte des Starbucks assez bien que pour juger du prorata. Voilà. En Belgique, il y en a à Bruxelles et à Namur, perdu. Et à part ça, en Wallonie, il n'y en a pas. Cette question pour toi la prochaine. Je te laisse la dire. Y avait-il beaucoup d'araignées? Oui, enfin c'était beau. Dès qu'on sort de la ville,
que ce soit effectivement le Fushimi Inari, donc c'est dans la forêt, les parcs dans Tokyo, ou encore quand on est monté à la pagode de Chirito, il y avait un chemin qui marchait, enfin qui longeait dans la forêt. Et en fait, dès que tu es sur les abords du chemin où il y a des arbres, entre les arbres tu vois des énormes toiles d'araignées et des araignées. Or sur le chemin où tu marches, il n'y en avait pas, mais sur le côté vraiment direct, sur le côté, il y en avait partout. Faut vraiment faire attention de ne pas aller faire du hors-piste quoi, parce que dès que tu commences un tout petit peu le hors-piste, donc c'est-à-dire un pied à côté du chemin, il y a des araignées. Et elles sont quand même fameuses. Et j'ai déjà vu des vidéos de personnes, c'était notamment à Kyoto je crois, où il y avait des araignées qui étaient rentrées dans leur maison et tout, enfin en tout cas dans leur hôtel ou quoi. Nous on n'en a pas eu, on n'en a pas eu. Ça va aller chérie. Mais ouais, elles sont quand même mastoc et il y en a beaucoup. Bon, voilà, plus grande que chez nous en tout cas, c'est certain. En fait il y en a peut-être autant que chez nous, c'est juste que chez nous on les voit pas vu qu'elles sont plus petites. Mais oui. Et que là comme elles sont grandes, bah tu vois l'étoile, hein. Tu regardes, tu lèves les yeux, tu vois l'étoile, genre sur les torii dans le Fushimi Inari et tout, t'en vois partout quoi. Est-ce que vous prévoyez d'aller visiter une île pour les prochains voyages au Japon? Si oui, laquelle ce serait? Alors oui, moi je voudrais aller voir, c'est l'île de Miyajima. Donc Miyajima c'est une île qui est pas loin de Hiroshima. Il y a beaucoup de nature et tout ça. Il y a un tori qui est de temps en temps en dehors de l'eau, de temps en temps avec les pieds dans l'eau, parce qu'en fonction de la marée, j'aimerais vraiment bien y aller et dormir sur place. Parce que j'ai cru comprendre que la journée c'était très touristique, il y avait beaucoup de monde. Mais après quand le ferry s'en va, avec les derniers touristes, c'est beaucoup plus calme. Donc j'aimerais bien dormir sur place pour justement arriver à cette partie où il y a moins de gens. Après au niveau d'autres îles, Okinawa un jour peut-être, mais c'est pas pour le prochain. Et ben voilà, on est arrivé à la fin des questions. Donc cette vidéo aura été un peu longue. J'espère qu'on aura réussi à répondre à vos questions. Bon voilà, désolé, ça fait un petit moment quand même qu'on est parti. J'aurais dû faire cette vidéo un peu plus tôt. Parce que tout n'est plus aussi vrai dans nos esprits. Mais voilà, je voulais quand même revenir un peu sur ce voyage parce que c'est quand même une grande étape de notre vie, je pense. Et donc je voulais en reparler un petit peu avec vous. Voilà, en conclusion, nous on en garde de très bons souvenirs, beaucoup de bonnes choses et on a juste envie d'y retourner. La seule chose de négative, c'est qu'on n'a pas Kira, Poppy et tout avec nous. Voilà. Si on pouvait prendre les filles, bah, ça serait le voyage parfait. Mais voilà, on a vraiment qu'une seule hâte, c'est d'y retourner et de reprofiter encore, voilà. de découvrir de nouveaux horizons. Ouais, voir de nouveaux endroits, continuer l'exploration. Et de manger des brochettes de wagyu. On a hésité à retourner au Fushimi Inari juste pour retourner manger des brochettes. On aurait dû. La déception. Mais bon voilà, sur ce merci